Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis David Braque, je suis professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un corrigé de l'épreuve de culture générale des CPIP au concours de 2023. Le sujet qui a été proposé aux candidats était donc le pouvoir d'agir dans la société aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'on peut dire qu'effectivement ce sujet était peut-être déstabilisant hein, dans sa formulation, mais j'espère pouvoir vous montrer qu'en appliquant la méthodologie que nous enseignons au sein de la classe préparatoire et en effectuant l'opération qu'il faut toujours faire en culture générale, c'est-à-dire se rapporter à des problèmes qu'éprouve notre société, notre monde aujourd'hui. Par cette opération, il était possible d'entrer dans le sujet et de trouver des pistes de problématiques, hein, selon le terme consacré, et des pistes de résolution. Je vais entrer sans plus attendre dans le cœur de cette proposition de corriger, non sans vous rappeler d'abord qu'il ne s'agit effectivement que d'une proposition et que ne vous déprimez pas si vous ne trouvez pas dans mes développements ce que vous avez vous-même écrit, puisque en cette matière, il est évidemment toujours possible d'emprunter des chemins différents et l'important étant évidemment de proposer au correcteur une, un devoir bien structuré, bien écrit, autour de quelques idées claires et pertinentes, mais qui ne devaient pas nécessairement être celles que je vais vous présenter. Donc, classiquement, je commence par l'accroche, et j'en ai choisi une de Montaigne, qui le dit dans ses essais, nous sommes nés pour agir. Alors, citation, il n'était évidemment pas besoin de faire une citation pour faire un bon devoir, mais puisque dans le cas de cette vidéo, j'ai eu du temps pour le préparer, j'ai souhaité faire cette petite accroche un peu, enfin pas un peu, cette accroche philosophique, pour voilà, à partir de cette idée un peu fondamentale que eh bien l'action c'est d'abord quelque chose de proprement humain, et non seulement de proprement humain, mais également d'inhérent hein, à la condition humaine. C'est quelque chose qui fait sans doute la grandeur de la condition humaine, mais qui aussi nous plonge dans l'embarras, puisque l'action, nous allons voir, n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés, n'est pas sans interroger sur les possibilités, les conditions même de cette action, et plus encore dans la société aujourd'hui, où on le voit bien, de larges pans de la population réclament les moyens justement d'agir, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir sur le monde et sur le cours des choses. Donc, je dévoile déjà quelques éléments non seulement de définition, mais aussi de problématiques. Mais de façon plus classique, je vais reprendre le cours de l'introduction pour vous proposer justement des éléments de définition. Donc, agir, bon, si vous étiez dérouté par ce terme, on pouvait déjà assez simplement avoir recours à des termes proches, tels que faire, produire, fabriquer, mais une idée essentielle de l'action, c'est, donc de l'agir, c'est que c'est une opération propre à un être animé, puisque effectivement agir suppose un agent, quelqu'un qui a une intention. L'action, c'est pas seulement un mouvement dans le monde, mais c'est la traduction d'une intention hein, et d'une intention qui vise justement à modifier le réel, et que c'est justement au moment de la réalisation de cette intention hein, que se situe l'action, avec le vertige, le vide que cela peut entraîner chez l'agent, chez le sujet. Et donc l'homme est un type d'agent particulier, puisqu'il est évidemment capable d'action volontaire, mais d'action délibérée, c'est-à-dire procédant à un choix rationnel. Hein. Et là encore, il faut insister sur l'importance de cette volonté d'agir, d'une part, du fait que l'action se conçoit, et l'autre point important, c'est l'idée que l'action euh, entre dans le réel pour le modifier. Alors peut-être par
des petites choses, hein. Il y a des actions tout à fait banales du quotidien, mais il y a aussi, et on peut en parler dans l'introduction, les grandes actions historiques, des grands hommes, les grands faits d'armes, les moments où voilà, un homme ou une femme part à la rencontre d'une destinée et modifie par sa volonté le cours des choses. Là, on est un peu dans une forme maximum de l'action, mais voilà, l'idée c'est que agir, c'est pas seulement faire quelque chose de banal, c'est s'engager dans le monde et le changer. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une dimension, enfin il y a au centre de l'idée d'agir une dimension politique et que ces actions, elles ont des conséquences sur nous, sur la nature, sur la société, sur les autres, sur le réel. Et là, on voit bien qu'il y a un problème parce que c'est celui du pouvoir d'agir, hein. Et si l'homme ne peut pas vivre sans agir, quid de ceux qui n'ont pas justement ce pouvoir d'agir. Et là, on voit bien le drame peut-être de... Alors, bon, le drame de la condition humaine, c'est peut-être un peu excessif, et on peut le ramener à des choses plus mesurées dans le cadre d'une dissertation de culture générale, mais Montaigne nous dit nous sommes nés pour agir, c'est quelque chose d'inhérent à notre condition et on s'entend bien instinctivement que cette action, évidemment, elle suppose des moyens, elle suppose de pouvoir justement avoir cette force de projection et de modifier le monde. Et ceux qui ne l'ont pas, il y a un problème, puisque rien n'est aussi insupportable à l'homme que d'être privé justement de ces moyens d'action. Donc, la question des moyens de l'action renvoie évidemment à celle du pouvoir d'agir et à la définition du pouvoir, et on peut en donner une définition simple, parce que si vous voulez, il y a des analyses assez classiques en philosophie qui nous disent que le pouvoir, c'est pas seulement, c'est pas un attribut que l'on acquiert, mais, je vous prie d'excuser, le pouvoir a toujours une dimension relationnelle. Le pouvoir, c'est toujours la possibilité de faire quelque chose à quelqu'un, hein, si on l'aborde d'un point de vue politique. Et d'ailleurs, là, on parle du mot pouvoir, et évidemment, le mot pouvoir a une connotation politique, mais l'action aussi a une dimension politique, et c'est d'ailleurs la philosophe Hannah Arendt qui nous explique dans un livre célèbre qui s'appelle la condition de l'homme moderne, que l'action, euh, enfin, oui, l'action est essentiellement liée à la nature politique, enfin à la condition plus exactement politique de l'homme, soit l'idée que l'homme, par son fait, par son action justement, transforme son monde, agit sur son monde et construit les conditions de, de son monde. Alors, je vous disais pouvoir, et là c'est aussi la question des moyens qui revient, parce que le pouvoir, on sait bien aussi que le pouvoir, finalement, il est quand même assez inégalement réparti par nature, hein, puisque tout le monde ne peut pas avoir le même pouvoir, puisque nécessairement, le pouvoir implique toujours une sorte de relation de hiérarchie, hein. Donc il y a une distribution inégalitaire du pouvoir, il y a une distribution inégalitaire du pouvoir d'agir, et si je reviens à la question politique, on voit bien que dans la société aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez prégnant qui est cette question de la maîtrise que nous avons du cours des choses, non seulement du point de vue individuel, mais également du point de vue collectif, hein. Il y a toute une thématique de la crise du politique et de sa perte de la prise sur les choses. Alors, pour poursuivre l'analyse du sujet, il faut toujours un peu repartir des bases et constater assez simplement nous vivons dans une société du pouvoir d'agir, hein. Nous vivons dans une société moderne, nous vivons dans une société qui proclame l'autonomie de l'homme, nous vivons dans une société qui s'est débarrassée de la religion, de la tradition, comme principe organisateur de notre vie, à la fois sur les plans, enfin surtout sur le plan collectif et assez largement sur le plan individuel. Et tout ça pour dire que l'homme moderne est un homme qui affirme sa liberté, hein, qui affirme son pouvoir d'agir sur les choses, qui affirme
le fait que la politique, par la politique, il peut transformer le monde. Parce que vous voyez bien que dans les sociétés anciennes, hein, les sociétés notamment du Moyen Âge, l'ordre du monde était en quelque sorte donné par Dieu. Il y avait une structure inégalitaire, hiérarchique de la société, et par opposition, dans notre société, nous vivons dans une société qui s'est justement libérée de l'emprise divine sur la détermination des choix collectifs, où il n'y a plus de principe de hiérarchie hérité. Eh bien, on proclame que justement l'homme est maître de son monde, et la démocratie, c'est un peu ça. C'est l'idée que collectivement, nous nous donnons le pouvoir d'agir sur le monde pour faire des choix collectifs qui façonnent le monde, et très concrètement, ça peut être la façon dont on organise la sécurité sociale, la façon dont on organise notre espace, la façon dont on organise notre rapport les uns aux autres. On peut voir aussi que notre société est une société du pouvoir d'agir parce que nous vivons dans une société technique, une société scientifique, et qui, plus que tout autre dans l'histoire, a les pouvoirs d'agir sur la nature, hein, sur le réel, pour le transformer, pour produire, pour créer les conditions de sa subsistance et plus encore de son confort. Donc voilà, l'idée fondamentale, c'est que nous vivons dans une société qui est dominée par l'idée que nous avons le pouvoir d'agir sur les choses, que la politique peut changer les choses, que la technique peut changer les choses, bref, que l'action de l'homme peut changer les choses, bref, que nous avons individuellement et collectivement un pouvoir d'agir, et jusque au niveau individuel, parce que on sait bien qu'il y a cette idée que finalement chacun est auteur de sa propre vie, et que chacun est sommé de se réaliser pleinement comme individu, qui en devenant entrepreneur, qui en devenant artiste, qui en devenant aventurier, mais bref, toujours selon l'idée que nous avons le pouvoir d'agir sur nous-mêmes, de choisir ce que nous voulons pour nous, et de transformer notre vie. Et en même temps, le débat public semble nous mener tous les jours à un constat d'impuissance, hein. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est celui de la crise environnementale, hein, qui semble euh, nous échapper, où nous rendons compte que, d'une part, notre pouvoir d'agir sur le monde est dangereux, hein, parce que justement, la technologie nous donne un tel pouvoir d'agir que nous épuisons le monde dans lequel nous vivons, d'une part, et puis d'autre part, parce que ce pouvoir d'agir se montre aujourd'hui un peu impuissant, justement, à résoudre le problème. Donc, voilà, un exemple pour dire, mais c'est aussi plus largement la thématique de la crise de la politique, hein, de dire que finalement, l'État ne peut pas tout, tout n'est pas possible. Après 30, 40 années de chômage de masse, nous ne sommes pas parvenus à endiguer le chômage de masse, hein, et c'est d'ailleurs un peu sur cette thématique que Lionel Jospin a eu cette phrase terrible de dire qu'il lui avait été beaucoup reproché de dire l'État ne peut pas tout. Hein, on sait, voilà, alors après François Fillon, Premier ministre, a dit l'État, je suis à la tête d'un État en faillite. Et donc il y a une thématique qui s'impose depuis quelques décennies dans le débat public, et celle justement de l'impuissance, hein, qui est le contraire du pouvoir d'agir. Il y a aussi cette idée d'un point de vue individuel, et finalement, quelque chose comme la crise des Gilets jaunes, c'est justement l'idée de gens qui proclament, qui expriment un désespoir face à leur impossibilité d'avoir prise sur leur vie, et d'avoir toujours le sentiment qu'ils sont contraints, notamment par l'absence de ressources économiques, et qui subissent en quelque sorte les conditions de l'existence. Ah. Mais une dernière question que je voudrais poser dans cette introduction, et je la reprendrai en fin de devoir, c'est l'idée que, est-ce que le pouvoir agir, ça suppose bien évidemment des repères pour ancrer l'action. Mettons demain que vous arrivez dans un monde peuplé d'extraterrestres, vous serez bien en peine d'agir puisque vous ne maîtriserez pas les codes de ce monde. Et que ferez-vous donc? Et l'idée, c'est que pour agir, l'homme a besoin de s'inscrire dans un monde qu'il connaît, qu'il maîtrise, et dans lequel il inscrit un projet. Or, est-ce que finalement
cette crise du pouvoir d'agir dans la société aujourd'hui n'est pas aussi le signe d'une crise des récits collectifs, d'une crise de l'inscription collective dans le monde, et que l'idée que nous n'avons plus vraiment de grands récits directeurs comme il y a pu en avoir, de grands récits révolutionnaires, de grands récits nationalistes, de grands récits de progrès. Bref, l'idée que nous ne savons pas très bien où nous allons ensemble collectivement et que ne sachant pas très bien où nous allons, nous ne savons pas très bien que faire. Puisqu'évidemment, si nous tentons tous vers un objectif, eh bien, les conditions de l'action sont en réalité assez simples, assez discriminantes, puisque l'action utile ou l'action souhaitable est évidemment celle qui va dans le sens du progrès collectif, mais dont les horizons sont quelque peu voilés aujourd'hui. Donc, un plan. D'abord, tout simplement, quelque chose de simple, de clair, de constater que nos sociétés valorisent le pouvoir d'agir, et dans un deuxième temps, de dire que dans un monde incertain, nous avons perdu nos repères pour l'action. Donc, grand A, nos sociétés valorisent le pouvoir d'agir, et grand A, nous vivons dans une société de l'autonomie, de la liberté. Donc, là, l'idée, c'est, j'ai développé assez longuement dans l'introduction pour vous expliquer la problématisation du sujet, mais c'est quelque chose qu'il faut aborder brièvement dans l'introduction afin de bien, pour poser, si vous voulez, le cadre de votre réflexion et ensuite y revenir dans dans le cadre de vos développements pour bien expliciter l'idée. D'abord, bon, l'idée ancienne, enfin, l'idée que les sociétés anciennes ne sont pas des sociétés du pouvoir d'agir, parce que justement, il y avait, enfin, l'homme agissait, évidemment. J'ai posé au début du, 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 du- du corrigé l'idée que les sociétés, pardon, que l'action est inhérente à la condition humaine. Mais si on y réfléchit bien, dans les sociétés anciennes, le pouvoir d'agir était pas du tout valorisé de façon démocratique. On ne remettait pas du tout à chacun, à chaque groupe, le pouvoir d'agir sur le monde. D'ailleurs, bien au contraire, hein, le cerf, vivant dans une communauté paysanne, dans un milieu hostile et sous la férule, enfin sous la férule, sous la direction du noble, on imaginait aisément que son pouvoir d'agir, que son pouvoir de transformation du monde était assez limité. Évidemment qu'au quotidien, dans les petites actions du quotidien, il y a l'action de transformer la nature, la culture, l'agriculture, voilà, l'action de production des éléments essentiels à la subsistance, mais l'action dans son sens plein, hein, c'est-à-dire de, de, d'entrer dans le monde pour le modifier, était finalement assez limité, puisque évidemment le paysan, le cerf, n'allait pas tout d'un coup essayer de changer le cours de l'histoire, essayer de transformer le monde pour ses semblables, essayer de se lancer dans une grande action politique. Mais avec la Révolution française, nous entrons dans une nouvelle ère, justement celle du pouvoir d'agir. Et d'un point de vue collectif, il s'agit de faire une table rase du passé pour transformer la société. Et ce sont des choses sont des choses qui se repèrent, par exemple, au moment où, le 17 juin 1789, à Versailles, les députés des États renforcés par quelques curés issus de l'Assemblée du clergé et quelques nobles, se proclament Assemblée nationale sur une proposition de la BCIS. Et là, c'est bien l'idée que, collectivement, nous instaurons l'ordre démocratique, où le tiers, pardon, le, les États généraux, enfin, une partie des représentants des États généraux se constituant à l'Assemblée nationale, proclament que maintenant, eh ben, ce sont eux qui vont décider de l'organisation politique de la France. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous vous y référez, c'est aussi un texte dont la philosophie est une philosophie de liberté, une philosophie d'autonomie, une philosophie de garantir à chacun des droits qui puissent afin de garantir à chacun finalement une liberté d'action au quotidien. Et donc nous vivons aujourd'hui dans une société individualiste, une société qui valorise le pouvoir d'agir de chacun. Et la dernière idée que je souhaiterais développer dans ce grand 1, c'est que nos sociétés sont portées par une foi dans le progrès. Parce qu'évidemment, cette idée de pouvoir d'agir, elle est liée à l'idée de progrès. Puisque si on tient pour acquise l'idée que l'homme est auteur de son monde, qu'il peut transformer son monde, que par son action il va transformer son monde, il va construire
une société politique meilleure, plus juste, plus égalitaire, avec des systèmes qu'il aura lui-même créés pour prendre soin les uns des autres, bah, évidemment pour ça la sécurité sociale. Tout ça s'inscrit dans l'idée que l'action s'inscrit dans un univers, dans un horizon de progrès. Et les Lumières, c'était typiquement ça, c'était l'idée de dire l'homme, par l'usage de la raison, il va améliorer la société, et tout au long du 19e et du 20e siècle, il y a plein de mouvements politiques qui procèdent de cette idée qui vient des Lumières et de cette idée révolutionnaire, et le marxisme, c'est ça aussi, hein. L'idée révolutionnaire, l'idée de la révolution du prolétariat chez Karl Marx, c'est l'idée que la société actuelle est injuste, et que par son pouvoir d'agir, l'homme va pouvoir transformer radicalement, hein, le cadre de son existence, va pouvoir changer le cours de l'histoire pour enfin instaurer une société libérée, une société sans classe. Donc il y a cette mystique en quelque sorte du pouvoir d'agir qui, euh, qui comment dire, qui diffuse la conception de la société après la Révolution. Mais plus largement, c'est aussi, j'en parlais en introduction, la foi dans le progrès technique et l'idée que l'homme, grâce à la science, augmente son pouvoir d'agir sur le monde, et autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, et va vivre de mieux en mieux et construire les conditions d'un progrès. Grand B, notre société repousse les frontières de l'agir. Bon, alors là, c'est un peu l'idée que je viens de développer, mais d'un point de vue politique, il y a de plus en plus d'extension du paradigme démocratique, et cette extension du paradigme démocratique, on peut penser à l'extension du suffrage universel, à l'extension des dispositifs de participation citoyenne, plus récemment à la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi à toute la pression en faveur de dispositifs de démocratie directe. Et ben, tout ça, ça procède de l'idée d'une extension du pouvoir d'agir donné aux citoyens, et que on donne de plus en plus le droit aux citoyens d'agir dans la cité pour qu'ils participent à la définition de comment on doit s'organiser collectivement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de retraites, moins de retraites, convention citoyenne pour le climat, quelle politique énergétique faut-il pour la France, et tout ça, c'est l'idée que il n'y a plus seulement les acteurs politiques traditionnels, hein, les élus, les députés, les sénateurs, le gouvernement qui peuvent être titulaires de ce droit d'agir sur la société, mais que finalement, tout citoyen doit pouvoir, au-delà du droit de voter, exercer concrètement ce droit d'agir. Après, il y a aussi, toujours un peu dans la même idée, il y a le développement de l'État, hein. L'État, c'est une institution relativement récente euh, du point de vue de l'histoire humaine, et l'institution de l'État et le renforcement de l'État, et ben, avec le développement de politiques publiques, avec le développement de programmes d'action, avec les interventions de plus en plus larges, dans de plus en plus de champs de l'État, hein, quel qu'il soit, la politique agricole, la régulation des cultures, les sciences, l'économie, hein, si vous voulez, la politique économique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est quelque chose qui naît véritablement dans la crise économique des années 30, où on se dit bon, voilà, il va falloir commencer à donner des outils de régulation de l'économie, hein, qui ont été inspirés par l'économiste John Maynard Keynes. Et c'est l'idée que voilà, la puissance publique, la puissance collective va augmenter son pouvoir d'agir sur les choses pour protéger la société. Donc il y a la naissance des politiques publiques, il y a l'institution de la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale, et très largement tous les dispositifs sociaux qui sont le signe de l'accroissement du pouvoir d'agir de l'État dans l'économie, qui, chez les premiers théoriciens au XVIIIe siècle, était un peu considéré comme un phénomène quasi naturel, hein, sur lequel avec des lois naturelles qu'on pouvait évidemment comprendre, mais sans la conception d'un État fort intervenant. On vit aussi dans une société, toujours dans ce grand B, pour dire que notre société repousse les frontières de l'agir,
du culte de la performance. Alors ça, c'est une idée d'un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, et bon, il n'était pas nécessaire de citer ce sociologue, mais c'est l'idée, si vous voulez, que dans une société individualiste, pour se distinguer, eh ben, ceux qui se distinguent et se font plus remarquer, c'est ceux justement qui témoignent d'un grand pouvoir d'agir. Donc il y a l'idée des grands entrepreneurs qui, par leur force de travail et leur vista du business, montent des aventures entrepreneuriales sur leurs seules épaules, hein, c'est un peu l'idée du self-made man américain, l'idée des grands artistes, hein, voilà, la fascination pour les destins individuels, entretiennent l'idée d'un culte de la performance, et cette idée de performance, elle est tout à fait liée à la valorisation du pouvoir d'agir dans les sociétés, et le refus de l'idée que l'individu doit rester passif, mais justement la valorisation d'un individu toujours actif, toujours performant, qui repousse toujours plus loin les limites. Bon, finalement, nous enjoint de devenir les entrepreneurs de nos propres vies. Mais face à cette injonction à agir, nous sentons que nous perdons prise avec le monde et que les crises contemporaines sont là pour le rappeler. Donc grand 2, dans un monde incertain, nous avons perdu nos repères pour l'action. Grand A, la crise de l'agir contemporain. Donc voilà, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure dans l'introduction. Première idée, le pouvoir d'agir est corrélé à la réunion des moyens. Et c'est un peu toute l'histoire de la question sociale, hein, et bon, j'ai fait référence à Karl Marx tout à l'heure, mais Karl Marx, ce qu'il nous explique, c'est que on vit dans une société, enfin, ce qu'il nous explique au XIXe siècle, mais ces analyses ont toujours de la pertinence, c'est qu'on vit dans une société qui proclame que chacun est autonome et libre, a le pouvoir d'agir sur lui-même, mais qu'en fait c'est pas du tout vrai, parce que si on regarde les choses telles qu'elles se passent réellement, le pouvoir d'agir est très inégalement distribué, hein, et toute la question sociale, c'est un peu cette idée. Et les gilets jaunes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu cette idée. Et d'ailleurs, il y a un économiste indien qui s'appelle, qui est prix Nobel d'économie, qui s'appelle Amartya Sen, qui, dans un livre appelé Éthique et économie, développe l'idée de prendre en compte la notion de capabilité, c'est-à-dire ne pas se satisfaire d'une conception de l'action en termes seulement de moyens dont les individus disposent, mais qu'il faut également prendre en compte la capacité à transformer les moyens, à transformer ces moyens et à les transformer librement en réalisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner la même somme à chacun, mais que chacun n'est pas doté a priori des mêmes capacités, voilà, par le milieu social, l'éducation, enfin pour en fait, évidemment d'affection physique personnelle, et qu'il faut prendre en compte la capacité de chacun justement de se réaliser pour aller au plus près de ce qu'est le pouvoir d'agir de chacun, et lui donner les moyens d'exercer concrètement, réellement la liberté qui lui est donnée. La crise de l'agir contemporain, c'est aussi une crise de l'État, hein, et la crise de l'État, la crise du politique, parce que la crise du politique, c'est très largement une crise de l'agir. Et aujourd'hui, quand les gens font plus confiance en la politique, il y a évidemment toute la question de la corruption, réelle ou supposée, et des fantasmes qu'il peut y avoir sur la trahison des élites, mais c'est aussi l'idée que dans le monde dans lequel nous vivons, de plus en plus complexe, avec la mondialisation, l'État n'est plus le seul acteur, hein, de la régulation, notamment de la vie économique, qu'il est de plus en plus concurrencé par la logique des flux internationaux, la mondialisation, les acteurs internationaux, les institutions internationales qui interviennent dans la régulation économique, voilà, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, l'Union européenne, et que l'État finalement perd peu à peu pied face au réel. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris pendant la crise Covid. Souvenez-vous, pendant la crise Covid, les premières réactions souvent ça a été mais comment cela se fait-il, nous sommes, notre État n'est pas en état pardon, n'est pas en mesure de gérer une grippette au niveau international, mais ça veut dire que cet État est en déréliction, en déliquescence. Enfin, souvenez-vous de ces discours. Et c'est un discours on entend à chaque moment de crise et qui entretient l'idée justement d'une perte du pouvoir d'agir collectif sur les crises qui surviennent. Grand B, et là je vois l'idée un peu de dépasser encore cette question de la crise de l'agir, c'est finalement que
il y a une fin des récits du progrès. Et là, on prend un peu le pouvoir d'agir dans son sens le plus politique. Mais si vous voulez, pour vous donner une idée simple, pendant une partie du XIe siècle et une grande partie du XXe siècle, euh, le mouvement communiste, articulé autour de la pensée de Karl Marx, pour lesquels votaient des millions de gens et qui avaient une emprise politique et intellectuelle. Quand je dis emprise, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais c'est sur la vie politique et intellectuelle de nos pays, croyaient sincèrement que par la Révolution, euh, nous allions transformer radicalement euh, la société. Hein. Voilà, la révolution allait permettre d'aller advenir, hein, par le travail justement du parti, et allait permettre de faire advenir une nouvelle société, la société sans classe. Alors, il ne s'agit pas de discuter, de savoir si c'est vrai ou faux, si c'est possible ou non. Hein, là n'est pas mon point, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a plus de tout cette idée aujourd'hui, enfin, de façon très marginale. Aujourd'hui, on est un peu dans l'idée qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. L'idée révolutionnaire euh, est devenue tout à fait marginale après la chute de l'Union soviétique au tournant des années 90. Et il n'y a plus cette idée que l'homme a un tel pouvoir d'agir qu'il va pouvoir aller jusqu'à changer radicalement la société pour la rendre plus juste. Mais plus largement, on voit aussi qu'il y a la crise de l'idée de progrès collectif, hein, et la fin plus généralement des grands récits. Voilà, pendant les Trente Glorieuses, il y avait l'idée que nous naviguions tous ensemble, bon an mal an, vers le progrès, mais depuis la crise économique, le chômage de masse, bref, depuis les années 80, on a un peu perdu l'idée du progrès collectif. Et d'ailleurs, on voit bien le pessimisme qu'il peut y avoir dans la population, et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus du tout la certitude qu'ils vivront mieux que leurs parents. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de cela, c'est quand même celui du réchauffement climatique, qui met plus que toute autre chose au défi notre capacité d'agir, parce que justement, il la met en question. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, en ce que c'est notre pouvoir d'agir par la technique sur le monde, hein, par la technologie, par le développement des voitures, enfin de toutes les industries polluantes, et enfin toute la civilisation polluante qui est la nôtre, que nous mettons en danger notre écosystème, et en même temps, eh ben, on voit bien, les COP se succèdent, les déclarations d'intention se succèdent, mais en réalité, on se demande un peu si nous allons être capables de surmonter cette catastrophe. Donc il y a là aussi l'idée d'une crise, de l'agir contemporain. Donc, pour résumer en quelques mots, nous vivons dans des sociétés qui valorisent le pouvoir d'agir et qui l'avons porté d'ailleurs à un niveau jamais atteint dans l'histoire, mais il semble aujourd'hui en crise au point de vue individuel, au point de vue collectif, et ça pose un peu la question de savoir si, en fait, l'action, elle a besoin d'un récit qui l'organise et qui dit vers quoi on, on tend. Hein. Souvenez-vous qu'au moment de la définition des termes du sujet, je vous ai parlé d'intentionnalité, hein, et de la façon dont un agent rationalise un projet, se fixe des objectifs et passe à l'action justement pour réaliser ces objectifs. Et là, eh bien, collectivement, les objectifs ne sont plus très clairs. Bien, chers étudiants, chers candidats, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo.